Le point. Bienvenue dans Ciné Crash numéro 23. Alors, un calendrier un peu bousculé par l'élection présidentielle, vous l'avez peut-être remarqué, on est un peu à la bourre, mais nous voilà de retour pour cette 23e émission donc. Et alors je dois dire qu'après Surfroide d'Hitchcock dans le Ciné Crash numéro 22, Surfroide qui était pour nous une petite bluette assez simple à décrypter, notre choix se porte ce mois-ci sur du très lourd, un monument de complexité, un sommet d'abstraction philosophique, l'annapurna de l'introspection métaphysique, j'ai nommé Howard the Duck de William Wick, titre français Howard, une nouvelle race de héros. Un désastre commercial épouvantable distribué par le studio Universal en 1986 et un échec qui, à l'été 1986, faillit bien ruiner son producteur George Lucas, ou du moins sa compagnie Lucasfilm. Alors 1986 au passage, annus horribilis pour George Lucas, puisque 2 mois avant le bid cinglant de Howard the Duck, Lucasfilm fut également victime d'un autre échec terrible, retentissant, Labyrinthe de Jim Henson avec David Bowie. Mais ceci est une autre histoire. Howard the Duck, c'est aussi accessoirement la toute première adaptation au cinéma dans un film live d'un personnage des comics Marvel, Howard le canard, donc créé en 1973 par Steve Gerber et Val Mayerick. On en parlera tout à l'heure. Considéré à sa sortie comme l'un des pires films de tous les temps par la critique américaine, Howard the Duck fait l'objet depuis d'un relatif retour en grâce qu'on a un peu du mal à comprendre à Ciné Crash. Je confirme. Voilà. Alors comment le Midas, George Lucas, qui était tout puissant après le retour du Jedi et Indiana Jones et le Temple maudit, produit par ses soins, comment donc George Lucas a-t-il pu à ce point se fourvoyer et finir le bec dans l'eau avec Howard? C'est pas fini. Quelles conséquences le bouillon de Howard au box-office a-t-il entraîné dans la mare hollywoodienne? 36 ans après sa sortie, faut-il toujours voler dans les plumes ou au contraire accorder la palme du chef-d'œuvre incompris au canard boiteux de Lucasfilm? Festival Inclinez-vous. Inclinez-vous. Applaudissements. Voilà. Triomphe. Applaudissements, Quentin, merci. Avec moi donc évidemment pour en discuter Yann Valentin qui est chaud comme la braise. J'adore comment tu prononces le nom du réalisateur. C'est quoi, c'est Wick? Comment il faut Willard Huyck. Ah, c'est Huyck. Je dirais ça moi. C'est l'incroyable Huyck, j'ai envie de dire. Huyck. Cette vanne finira au panthéon des vannes de Ciné Crash depuis la création de Ciné Crash. Yann Valentin, donc journaliste pour le magazine Télé Loisirs, et vous avez entendu sa voix chaude et chaloupée, François-Xavier Taboni, journaliste pour le site Bande à part. Salut François-Xavier. Hello à vous. Et sans plus attendre, parce qu'il faut qu'on se manie un petit peu, on va tout de suite commencer par le pitch de Howard the Duck. Et une fois est coutume, à toi Yann pour le pitch. Oh, quel lancement. Howard, sympathique canard humanoïde vivant tranquillement dans son Duck World, est violemment aspiré par un rayon magique et se retrouve propulsé sur la planète Terre. Échoué dans la banlieue glauque de Cleveland, remplie de punk à chiens de carnaval, Howard rencontre Beverly, ravissante musicienne délurée, qui va l'aider à retourner sur sa planète. Mais c'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné en effet, il va y avoir plusieurs mésaventures rencontrées par le canard dans sa tentative de rentrer chez lui. C'est un peu comme E.T. Finalement. E.T. qui essaye de coucher avec le personnage principal humain. Oui, non, oulala, non, mais je voulais pas partir par là moi. C'est Howard avec un H. D'accord, Howard avec un H. Et moi c'est Beverly. Voyons, vous voulez peut-être manger quelque chose ou boire un peu de lolo. Je le verse dans un bol ou... Lolotte. Je déteste boire dans un bol. Y a de la bière? De la bière. Ah, ben oui, bien sûr, une bière, hein. Bien sûr. Je comprends pas une chose pareille, c'est trop. Revenons donc à l'origine du projet Howard the Duck, qui est un projet qui me paraît avoir été lancé en dépit de tout bon sens en fait depuis le début. Mais donc à la base, comme je le disais, Howard the Duck, c'est une propriété intellectuelle de la maison d'édition Marvel. C'est un canard, c'est un personnage de BD qui a été créé vers la fin de l'année 1973 par le scénariste de Marvel Steve Gerber et sous le crayon du dessinateur Val Mayerick. Personnage apparu pour la première fois dans la revue
Adventures into Fear, numéro 19, daté de décembre 1973. Ouais, c'était juste un personnage secondaire du nouveau héros un peu bizarre créé par Marvel, qui était Man-Thing. Voilà. C'était une époque où, en fait, la censure commençait un peu à baisser dans les comics, et donc t'avais l'arrivée des comics pour adultes. Et c'était à ce moment-là où Marvel et DC ont commencé à faire Swamp Thing, c'est aussi sorti à peu près en même temps. Chez DC, tu veux dire? C'est oui, DC. 2 mois après, ouais. Et donc c'était vraiment, il y avait un côté un peu horrifique, des trucs un peu gothiques et tout. Et c'est à la même époque que Marvel a publié Dracula par Gene Colan, voilà, et notamment. où Et il y a Morbius aussi qui arrive dans Spider-Man. Et Blade est apparu oui, chez aussi, Marvel à peu près au même moment, une page de Dracula d'ailleurs, je crois. Et donc Howard the Duck, c'était un peu inventé, le scénariste Gerbert, il a mis Howard the Duck comme une espèce de troll de sa propre BD, en fait. Il y avait un côté déjà proto Deadpool dans le personnage de Howard the Duck. Il arrive à un moment, tu sais, dans les marais, il arrive de nulle part, il a son cigare bec, il ressemble vachement à Donald, d'ailleurs. Disney a gueulé, ils ont fait un procès. Et après, Gerbert se fait gauler par Marvel, qui commence à dire mais c'est quoi ce personnage qui sert à rien, qui est dans les cases et tout. Vous me le virez, donc il le fait repartir dans les limbes de la 5e dimension, machin. Et par contre, le public a tellement kiffé le personnage qu'ils ont écrit à Marvel et le personnage est revenu. Et il a commencé à avoir ses propres éditions, quoi. Ah oui, c'est intéressant. Moi, j'ai jamais, pour être très honnête, à part les quelques apparitions que j'ai vues de Howard the Duck quand je lisais Les Strange à l'époque, les Spécial Strange, voilà, il apparaissait très rarement, mais sinon moi j'ai jamais lu les BD. C'est un truc typiquement américain. Voilà, je sais pas du tout quel est l'esprit exactement de cette BD. C'est du troll, en fait. C'est vraiment. Qu'est-ce que t'appelles du troll? C'est un mélange, c'est du troll politique, il y a un côté un peu existentiel ou un peu à la. C'est brechtien, quoi. Il y a vraiment on est mis à distance. François-Xavier élève le débat, c'est brechtien, merci. Voilà. Comme ce que faisaient les cartoons même de Chuck Jones. Il y a un côté un peu troll de la société. On se moque de ce qu'on raconte en même temps, en fait. Voilà, et en fait, il se moque du monde des comics, il se moque des humains. Une sorte de commentaire. Ouais. Exactement. Hyper cynique. Il s'est même présenté à l'élection présidentielle aux États-Unis. Contre Ford et Carter. Oui. Donc voilà, c'est un personnage quelque part hyper important de la contre-culture de cette époque-là aux États-Unis. George Lucas a découvert le personnage au moment de sa sortie, et qui est manifestement un gros fan de comics, George Lucas. Et il en a parlé à Willard Huyck et Gloria Katz à la fin de l'aventure American Graffiti. Que Willard Huyck et Gloria Katz ont écrit avec George Lucas. American Graffiti, qui est un immense film, c'est même, je pense, c'est le meilleur film de George Lucas, c'est un film bouleversant. Où Lucas racontait sa jeunesse. Ouais, sa jeunesse avant de partir voiture, partir à la juste guerre. Avant la guerre du Vietnam. C'est un film, la fin est absolument déchirante, c'est un film fabuleux. Et donc, déjà à cette époque-là, il voulait faire le film parce qu'il avait absolument adoré le personnage, mais il n'a pas pu parce que Universal avait obtenu les droits. Donc, il a dû attendre vraiment plusieurs années. Que les droits reviennent chez Marvel, en fait. Ouais. Donc, tu as mentionné Willard Huyck. Moi, je le prononce à la française, ça me fait davantage rire. Huyck. Et Gloria Katz, qui sont déjà un couple, d'ailleurs, à l'époque, et qui seront donc les futurs scénaristes du film Howard the Duck que va réaliser Willard Huyck. Ces deux-là, George Lucas donc les connaît depuis les bancs de la fac de l'USC, University of Southern California. Et donc, qui sont ces deux-là? Je crois que vous avez eu... On a vu l'intégrale. Voilà, vous êtes sacrifié vraiment pour Ciné-Crash et avant l'intégrale du couple. Alors, présentons Willard Huyck et Gloria Katz. Donc déjà, ils font partie du cercle fermé des amis de George Lucas, qui sont rencontrés à la fac avec l'équipe avec Francis Ford Coppola. Et ils font partie de la première équipe de Zoetrope, qui était la première boîte de production créée par Coppola, qui était un truc un peu utopiste sur la manière de fabriquer des films, qui avait produit THX 1138, et American Graffiti aussi. Et qui a connu plusieurs morts et résurrections à American. Et donc, Willard Huyck a d'abord commencé comme scénariste avec John Milius pour un film assez improbable, espèce de parodie des 12 salopards version redneck, qui s'appelle The Devil's Eight. Les 8 diaboliques. Qui est vraiment un truc, une petite pochade, pas terrible, la musique est sympa, mais sinon ça va vraiment pas loin, quoi. C'est un peu comme Sheriff Fais-moi peur, c'est un mec du FBI qui va essayer d'arrêter des mecs qui fabriquent de l'alcool de contrebande, c'est complètement débile. Ça donne envie. En 1973, avec sa femme, ils écrivent et réalisent un film fantastique qui s'appelle Messiah of Evil. Il y a un titre français de ce machin ou bien? Je me souviens plus du tout. Il est sorti, il a fini par sortir en DVD très tardivement chez nous, et j'avoue que j'ai complètement oublié. En fait, c'est un mélange de Carnival of Soul, pour ceux qui se souviennent un peu, un film de fantôme assez mythique de la fin des années 60. Et il y a un côté un peu prototype de Fog assez étrange vers la fin. L'autre chose. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est très très mou, et on voit déjà le problème qu'il va y avoir dans toute la suite de la carrière de Willard et de Gloria, c'est que ce sont de très mauvais réalisateurs. Il y a quand même, je mettrai
un petit bémol parce que je trouve qu'il y a quand même une vraie atmosphère dans le film. Alors, c'est Dans ce film de 1973. Oui, dans ce film de 1973, on sent que le budget est très très faible. C'est assez plan-plan, mais il y a une petite ambiance en tout cas qu'on retrouvera plus du tout dans leur film suivant. Et donc après ils font American Graffiti en 1973 avec George Lucas comme scénariste. C'est un très gros succès. En 1975, ils écrivent un film qui s'appelle Lucky Lady, un film de Stanley Donen avec Liza Minnelli et Burt Reynolds, qui est une catastrophe au box-office. Parce que manifestement, Stanley Donen massacre le montage. Enfin voilà, c'est le truc. Et ça se passe dans les années 30. C'est-à-dire en fait, il y a déjà une espèce de... on retrouve un fil rouge des fascinations des années 30 et des années 40 chez le couple. D'accord. Un côté un peu rétro. Il y a quelques petites choses qui percent de ça dans Howard the Duck. Hein. Aussi, la comédie Screwball un peu. Ouais. Aussi, on le sait beaucoup moins. Enfin, maintenant, on commence à le savoir. Ils ont aidé George Lucas sur le script de Star Wars. Oui. Et c'est des script doctors, je pense, c'est un peu qui ont un peu aidé Lucas à faire un truc plus populaire. Un peu plus d'humour. Ils ont écrit pas mal de choses autour du personnage de Leia, je crois. Donc voilà, ils ont fait une tough girl un peu plus. Et c'est pour ça qu'ils sont hyper importants pour George Lucas et qu'ils sont restés amis tout le temps parce que je pense qu'il a vraiment dans les moments les plus durs de sa carrière ou vraiment les trucs importants, ils étaient là, ils l'ont aidé et à chaque fois c'était plutôt des succès quoi. Ils sont aussi crédités au scénario d'Indiana Jones et le Temple maudit. Exactement, ouais. Et donc après en 1979, Willard réalise un film qui s'appelle French Postcard, un film d'adolescents américains qui font une année en France, un film complètement incroyable. Si vous voulez voir Jean Rochefort qui parle anglais, un jeune américain qui est amoureux de Marie-France Pizier qui est très très jolie dans le film, Marianne Chazelle, Véronique Jeannot et Anémone, avoir 30 secondes à toutes les trois dans le film. Enfin bon, c'est un truc incroyable. Le réalisateur de Howard the Duck qui a dirigé Anémone et Marianne Chazelle, c'est un Le Jean Saviez-vous Rochefort. incroyable quoi. Et c'est déjà c'est limite une info fixe. Hein. Il faut préciser qu'ils ont toujours tout fait en duo. C'est un peu comme les frères Cohen en fait, c'est-à-dire que Willard réalise, Gloria et Willard scénarisent et Gloria est toujours créditée comme productrice des films. Absolument. Voilà, c'est à chaque fois. Mais par contre, il y a déjà des trucs hyper gênants. T'as quand même Mandy Patinkin qui joue un étudiant iranien qui essaye de violer l'héroïne dans un hôtel avec à côté une femme de chambre en burqa. Ah ouais. Alors que dans French Postcard. Dans French Postcard, cette scène est absolument surréaliste. Donc il essaye de la violer, elle tombe, il fait plus rien, il se barre par la fenêtre et c'est tout en fait. Là, il se passe plus rien autour de ce personnage. C'est 5 minutes de folie pure. En fait, le film c'est ça tout le temps. C'est un truc assez incroyable. Les années 70. Oui, avec la pauvre Debra Winger qui est totalement transparente. Et en 1984, énorme bide encore, comédie pas drôle, une défense canon. Véhicule pour Dudley Moore avec le film était tellement mauvais au montage qu'ils ont été obligés d'appeler en catastrophe Eddie Murphy. Ils lui ont proposé $1 million pour faire des scènes complètement collées au film, d'une vulgarité complètement débile. Je savais pas qu'il avait été mis en pièces rapportées. Totalement. En fait, ils ont fait la promo sur lui finalement, alors que c'était censé être sorti en France. C'était censé être Dudley Moore la vedette. Ouais, alors, la star c'était Dudley Moore. Le truc c'est d'une nullité affligeante. Donc voilà, et après, donc 84, Indiana Jones et le Temple maudit, et Howard the Duck. Non mais alors ça, c'est quand même tu incroyable. Fais, mal barré. Howard, il y a quelque chose qui me chiffonne. Quoi ? Est-ce que tout le monde sur votre planète a la même tête que vous ? Évidemment. Pourquoi ? Oh, pour rien, c'est simple curiosité. Et qu'est-ce que vous faites là-bas ? Vous avez un job ? Vous allez à l'école ? J'ai fait 2 ou 3 années de médecine. Vous avez fait médecine, vous ? Oui, mes parents voulaient que j'aie un cabinet de chirurgie esthétique. On peut gagner des fortunes à retailler les becs ou sous les laisses. Et qu'est-ce qui est arrivé ? J'ai refusé de plonger. J'ai décidé d'aller apprendre la vie réelle dans le monde de la rue. Et j'ai quitté le nid. Non mais alors donc, c'est un couple quand même qui est attaché à beaucoup d'échecs commerciaux, artistiques, que ce soit comme scénariste ou réalisateur. Mais comment on explique que George Lucas va décider, au moment où le projet Howard the Duck va vraiment se concrétiser, pourquoi George Lucas leur confie ce truc à $30 millions sur un concept un peu en plus très casse-gueule? À la base, faut vraiment qu'il leur accorde une confiance de dingue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a produit par ses soins. Il les a aidés. Aussi, ils sont amis et puis ils l'ont aidé vraiment au moment. Je pense que si Star Wars est un carton comme ça, c'est eux. Ils font partie des gens qui l'ont vraiment aidé à sauver Star Wars de son scénario original qui manifestement était complètement bancal et taré quoi. Puis il faut dire aussi que les réalisateurs chez Lucas étaient un peu choisis comme étant des exécutants. On sait quand même que le tournage notamment du Retour du Jedi s'est pas très bien passé parce que quand Richard Marquand voulait un peu apporter des idées,
on sentait que c'était Lucas le patron, c'est-à-dire que lui il produit les films, puis il va chercher des gens pour exécuter les bases d'œuvre, si je puis dire. Puis surtout, à la base, c'était pas du tout Willard Huyck qui devait réaliser Howard the Duck. C'était le réalisateur qui était pressenti, c'était John Landis. Mais qui n'a pas été intéressé. Oui, parce qu'en fait, il retrouvait dans le scénario, il y avait une course-poursuite à la fin, et comme il avait fait les Blues Brothers, il a dit, je vais pas refaire un film avec une course-poursuite de bagnole, il a préféré aller faire Three Amigos. Oui, voilà. qui est plus drôle que quand Howard même the Duck. Un peu moins nul, oui, quand même. J'ai lu qu'il était question que Howard the Duck soit un film d'animation à la base. Oui. Tu m'avais dit. C'est Universal, en fait. Willard et Gloria, eux, voulaient faire un film d'animation. Un mélange des deux, ouais. Mais c'est 2 à 3 ans de production, un film d'animation. Et Universal, eux, ils voulaient un blockbuster pour l'été 86. Oui, voilà, c'est ça. Contractuellement, Lucas était obligé de fournir à Universal un film live. Et donc, Lucas, il en a profité parce qu'aussi, l'autre problème, tous l'énorme problème de Howard the Duck, c'est le temps. En fait, le film a été greenlighté, autorisé au milieu des années 85, Le film a été lancé en novembre 85 pour une sortie août 86. Un film à effets spéciaux. C'est suicidaire. C'est ça, le tournage a commencé début novembre 85. C'est une catastrophe. Le 11 novembre 85, c'est quand même très tard. Et donc, nettement moins d'un an avant la sortie. Et en même temps, donc Lucas, comme tu disais tout à l'heure, il sortait de panade sur panade, Labyrinthe, même un dessin animé que personne connaît qui s'appelle Twice Upon a Time, qui a été un des derniers films de la Lad Company d'ailleurs. Mais qui était un truc très arty, très bizarre en fait. Et donc, si plus rien de fonctionnel, tous les droits dérivés sur les jouets Star Wars, ça s'écroulait parce qu'il travaillait plus du tout la franchise. Il venait de faire le Skywalker Ranch, donc en fait, il avait besoin de lancer une nouvelle franchise. Il y avait les téléfilms avec les Ewoks et les droïdes qui marchaient pas non plus. Donc en fait, en très très peu de temps, George Lucas est passé de Midas à quand même producteur un peu en galère, parce qu'encore une fois, au début des années 80, jusqu'à la sortie du Retour de Jedi et même en 84 d'Indiana Jones et le Temple maudit, il est quand même dans une très bonne situation, George Lucas. Et dès qu'on arrive au milieu des années 80, ça bascule. Sur 84-85, il y a une bascule. Et le chant du cygne, c'est vraiment Howard the Duck. Tout le monde l'attendait autant sur Labyrinthe, c'est un film Henson, des marionnettes, tout ça, machin, pareil, avec, on sait pas trop si c'est pour enfants ou pour adultes. Et là, ça s'est vraiment cassé la gueule, mais bon, c'est dommage parce que le film est plutôt sympa. Là, effectivement, c'est tout le monde attendait ce film-là, mais moi, je me souviens quand j'attendais, je me suis dit, mais je veux voir ça, ça a l'air trop bien. Tu parles de Howard the Duck. Ouais, tu attendais Howard the Duck. Bah ouais, c'était l'équipe qui a fait le Star Wars, quoi. Et puis c'était un héros Marvel. Il y avait ce mélange des mythologies pour les jeunes geeks de l'époque. C'était quand même quelque chose, quoi. Et alors, il faut remettre également en effet cette sortie dans le contexte d'une époque, les années 80, où les adaptations de comics, alors en dehors des Superman chez Warner, c'est quand même encore très très peu. Ça ne se fait quasiment pas, quoi. Et Marvel, en France, on voyait il y en avait tellement peu qu'on voyait des téléfilms, en fait, des pilotes de téléfilms comme les aventures de Spider-Man ou de Captain America qui sortaient au cinéma comme des films. Ou Hulk aussi, qui sont tous à la base des séries télé aux États-Unis qui ont été exploitées en salle en Europe. Marvel à l'époque est un petit éditeur qui ne fait pas du tout partie encore de l'empire Disney. Marvel est la propriété d'un conglomérat de l'industrie, je crois, chimique qui s'appelle Cadence Industries. Et donc, Marvel n'a absolument pas l'aura, la notoriété qui est la sienne aujourd'hui. Et Howard the Duck, c'est une première pour Marvel. Quand George Lucas décide d'adapter ce film pour une grosse sortie dans un blockbuster au cinéma, c'est une toute première. Il me semble que jusqu'ici, seul Captain America, le serial Captain America des années 40, était pour Marvel, qui ne s'appelait pas d'ailleurs Marvel à l'époque. Marvel, et c'était un serial. Et c'était un serial, voilà, donc rien à voir. Donc vraiment, Howard the Duck, c'est une grande première. Alors autant il y a certains des films que nous traitons dans Ciné-Crash qui, dès leur conception, la pré-production, ont été une source de conflits épouvantables. Mais là, moi, j'ai cru comprendre que, en tout cas, au moins au moment de l'écriture du scénario, entre le couple Katz et Huyck et Steve Gerber, le créateur, ça se passe plutôt bien. Bien. Il a donné des interviews à l'époque, notamment une dans l'Écran Fantastique, Steve Gerber, où il explique qu'il a été très agréablement surpris par la bonne connaissance par Huyck et Katz de l'univers de Howard the Duck. J'essaye de retrouver la citation. Voilà, dans l'interview qu'il a accordée au moment de la sortie du film à l'Écran Fantastique. Alors manifestement, il n'avait pas encore vu le film. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, il dira d'autres choses. Voilà, exactement. Mais dans l'interview qu'il accorde à l'Écran Fantastique de l'époque, on lit, donc je le cite, les scénaristes ont retrouvé le personnage de Howard mieux qu'aucun des auteurs de Marvel qui s'y sont risqués. J'ai été très excité de découvrir le résultat. C'est vraiment mon canard.
Voilà. Il faut dire qu'il avait eu un poste de consultant créatif apparemment, donc on l'avait quand même un petit peu écouté. En tout cas, ils avaient fait semblant de l'écouter. Gerbert, il s'était fait virer de Marvel avec justement autour du personnage de Howard the Duck, et il avait fait un procès au début des années 80 contre Marvel. Il y a déjà eu une prise de bec autour de un énorme procès. Il avait été soutenu pour les. Tout le monde s'en fout. Je viens de faire une super vanne. C'était pas drôle. Sur les. Je ne suis pas drôle. Je ne suis pas d'accord. Je suis drôle et je ne suis pas d'accord. Rire de Quentin. Il y a déjà eu une prise de bec autour de un énorme procès. C'était un procès précurseur parce que sur les droits d'auteur, la famille de Jack Kirby le fera des années plus tard justement, et c'était le concept employé par Marvel, qu'ils étaient des employés et que les propriétés appartenaient à la compagnie et non pas aux auteurs. C'est hyper important quelque part, c'est un personnage hyper important. Il est fondateur de Marvel, Howard the Duck. Mais effectivement, tout s'est très très bien passé. Universal qui était passé à côté de Star Wars, qui avait refusé Star Wars sans vous lire le scénario. Oui, d'ailleurs, ils vont se reprocher les après, deux. Il y aura des petits problèmes à la fin, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, voilà, tout le truc se passe quand même plutôt bien. Et puis ils sont allés chercher des talents aussi, un super chef-op. Le chef-op de Howard the Duck. Qui a travaillé sur Star Trek le film, sur Le Mystère Andromède, sur Soleil Vert, Richard Klein, sur L'Étrangleur de Boston. Enfin, il a quand même un super pédigré. Et ils sont même allés tourner exprès à San Francisco pour être pas trop loin des studios ILM, parce qu'ils savaient que ce serait une production. Aussi un véhicule pour faire relancer un peu ILM, parce qu'en fait, George Lucas ne gagnait plus de l'argent que par ILM et les effets spéciaux. Et on a aussi oublié le fait qu'il a construit son Skywalker Ranch, qui a coûté entre 50 et 100 millions de dollars de l'époque. Donc il était vraiment aux abois, il avait vraiment besoin d'une super franchise. Et que Howard the Duck soit un énorme succès de carton. Mon Dieu, mais comment ça s'appelle quand la police pourchasse un canard? C'est une chasse au canard? Oh, enseigne, épargnez-nous vos gags, hein, ils vont finir par m'avoir. Tâchez de comprendre. Je vous dis que j'ai vu une chose effrayante. Docteur, vous avez eu une commotion. Votre imagination s'emballe. Mais regardez la route, espèce de Le casting de Howard the Duck. Alors, mettons le canard de côté, on y reviendra après. Les acteurs en chair et en os. La vraie star, c'est Lea Thompson, en fait. Et oui. Et Lea Thompson, elle venait du triomphe Retour vers le futur. Donc voilà, donc qui joue le rôle de Beverly dans Howard the Duck. Ouais, qui est Beverly, qui est un personnage aussi du comics. Hein. C'est vraiment dans le comics aussi, il y a cette relation zoophile entre le personnage, le canard et Beverly. Il paraît que c'est jamais très explicite. C'est pas complètement assumé. Mais c'est suggéré. C'est assumé dans le comics en tout cas totalement. Et c'était pas forcément le premier choix, parce qu'en fait ils voulaient l'idée déjà qu'elle soit chanteuse. Donc ils étaient allés sur Cyndi Lauper, Tori Amos. Même Phoebe Cates, je sais pas si vous vous souvenez de l'héroïne de Gremlins. De Gremlins, oui. Ah oui, tout à fait. Et même, il y avait Belinda Carlisle, qui était la chanteuse des Go-Go's. Ah oui, Belinda Carlisle. Même Paula Abdul. Enfin bon, il y a eu un énorme casting et plusieurs actrices. Et au final, donc c'est Lea Thompson qui a été choisie. Tim Robbins, en sidekick pas drôle. Improbable. Au début de sa carrière, Tim Robbins. Oui, dans le rôle du espèce de laborantin, laborantin, un peu farfelu, qui va finir par aider Howard. Et après, il y avait Jeffrey Jones. Qui sortait à la fois de Ferris Bueller et surtout ils l'ont choisi après l'avoir vu dans Amadeus. Dans Amadeus, ouais, tout à fait. Jeffrey Jones qui jouait le rôle du proviseur du super sadique de Ferris Bueller, qui nous fait mourir de rire encore aujourd'hui. Et qui est le seul acteur convaincant du film en fait. Ouais, moi je trouve que Lea Thompson elle s'en sort, c'est la seule qui est vraiment premier degré. Et Lea Thompson, à son crédit, elle s'est quand même entraînée pour être véritablement chanteuse, puisque son personnage de Beverly est une chanteuse dans un groupe pop rock vaguement punk, le Cherry Bomb. En fait, c'était un musicien, c'est Thomas Dolby, vraiment chanté ses qui chansons. A entraîné les 4 filles à vraiment jouer leurs morceaux, à chanter sur scène et tout. Et Lea Thompson, elle a vraiment chanté. Et dans les Cherry Bomb, il y a une actrice, je sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelle Holly Robinson Pitts. Et oui, de 21 Jump Street. C'était son premier rôle. Et on retrouve Miles Chaplin aussi, qui est un acteur qui avait joué dans French Postcard, le fabuleux film dont on parlait tout à l'heure. Et qui a tout arrêté après. Pour les fans, comment tu dis ça avec un petit sourire un peu sadique aussi. Et pour les fans de séries télé, je rappelle aussi que on voit Paul Guilfoyle dans le rôle d'un flic dans Howard the Duck. Paul Guilfoyle qu'on connaîtra après dans Les Experts, dans la série Les Experts, bien évidemment. Et donc le canard, lui, c'est un peu le bordel. Hein. Le canard est incarné de deux façons. Il y a un acteur dans un costume qui a été créé, un peu curieux d'ailleurs ce costume. Je trouve qu'il ne rend absolument pas justice pour le coup aux expressions de Howard the Duck. C'est l'antithèse. Il est totalement inexpressif. Il a les yeux bleu pâle. Il est tout gentil. Il est blond déjà, alors que dans la BD il est jaune. Il est jaune. Oui, apparemment c'est un problème de photographie, ça, le fait qu'il soit pas jaune. Mais ses yeux sont totalement, on dirait qu'il est aveugle. Ils sont totalement vides, alors que la BD
BD, il a un regard furibond, il a l'air très énervé. Mordant. Puis il est tout petit, il est très sec, alors que là, il est énorme. Enfin, oui, mais en fait, ça revient d'un problème technique. À la base, ils voulaient quasiment le faire en image de synthèse. Ils sont très vite abandonné le truc. Après, ils voulaient le faire peut-être en dessin animé avec des acteurs comme dans les films Disney. Et en fait, c'est un problème. Et pourtant, paradoxalement, c'est que c'est un exploit technologique, Howard the Duck, parce que le visage est animé sans câble par des animateurs tout autour. Et donc, ça a été, ils ont été réduits à prendre un homme de petite taille dans un costume, et ça se voit, c'est juste atroce, effectivement. Mais il y a certains plans du film où c'est un acteur dans un costume, et il y a d'autres plans où c'est pas un acteur dans un costume, mais c'est une marionnette commandée, quoi. Par différents marionnettistes. Et donc, il y a eu 6 acteurs et 2 actrices qui se sont relayés dans le corps de Howard the Duck, mais il y a 2 acteurs vraiment qui sont restés. C'est le pauvre Jordan Prentice qui avait 12 ans, qui n'a pas tenu 2 semaines dans son costume à force de claustrophobie. Voilà. Il a été remplacé par Ed Gale, qui est l'acteur qui a joué Chucky, et qui lui est vraiment crédité en personnage de Howard the Duck. C'est lui qui faisait toutes les plus grosses scènes, et il voyait absolument rien dans son masque. Enfin bon, le tournage a été un calvaire absolu. Et pour les voix, le truc qui est assez amusant, c'est que le premier acteur engagé, c'est Robin Williams. Et Robin Williams, il a vraiment commencé, il a bossé quelques jours dessus, et comme il pouvait absolument pas improviser, que son truc à Robin Williams c'est totalement... Oui, il pouvait pas improviser à cause techniquement la lourdeur du dispositif. Et surtout c'était... Et le bec du canard. Il ne suivait pas. Et surtout ça a été fait en post-prod, en fait, parce que pendant le tournage, le pauvre Ed Gale, il essayait de parler à travers le masque, mais on n'entendait rien. Donc c'était un autre technicien, un autre animateur, c'est Tim Rose, c'est ça, non, le mec qui a animé l'Amiral Akbar dans Retour du Jedi, qui avait un micro à côté et qui faisait qui faisait les lignes de Howard the Duck. En fait, tout le tournage, ils ont dû faire plein de prises tout le temps. C'est pour ça que le tournage s'est étalé d'ailleurs sur plusieurs mois. Et voilà, et donc, et au final, c'est un acteur qui s'appelle Chip Zane, qui est un acteur de théâtre et de comédie musicale, il me semble, qui a été choisi. Et à un moment, il pensait aussi à John Cusack et Martin Short, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut souligner d'autre de marquant sur le tournage à proprement parler en fait, c'est le truc qui est fort, c'est le ILM All-Star. C'est toutes les stars ILM qui ont créé Star Wars. Enfin, c'est ça qui ont été réquisitionnées. C'est quand tu vois le retour du Jedi, la scène chez Jabba qui est d'une beauté absolue, et quand tu vois le canard, c'est absolument ridicule. Et pourtant, t'avais genre Phil Tippett, qui a animé l'Overlord, le Dark Lord, je sais pas quoi là. Ouais, le seigneur. Le seigneur des ténèbres, noir, machin truc. De Howard the Duck. Tu le vois qui prend un panard à complètement animer le truc, mais qui est complètement hors sol dans le. Ah, c'est. Quand le monstre film apparaît vers la fin. On y reviendra tout à l'heure. Ridicule. Et t'as aussi Joey Johnston, qui lui a aussi travaillé sur les Star Wars, et lui qui a storyboardé toute la scène de poursuite en ULM, qui a été tournée à Petaluma, qui était l'endroit où ils avaient tourné American Graffiti, juste pour la petite histoire. Et voilà, en fait, c'est toutes les stars d'ILM se sont regroupées pour faire ce film, et ça a été une catastrophe, quoi. Séquence de poursuite en ULM qui vers la fin du film, qui est une séquence de 10 minutes quand même, qui est littéralement un film dans le film quasiment, où Howard et le personnage de Tim Robbins volent au secours de Beverly, qui a été kidnappé par Jeffrey Jones, qui lui-même est possédé par une entité extraterrestre. Se métamorphose au fur et à mesure. Enfin, bon, bref, le tournage se termine le 27 mars 1986. Comme on l'a dit, il a été vraiment ralenti par tous les problèmes techniques innombrables rencontrés sur le film, problèmes liés notamment au costume du canard. Passons directement à la sortie du film aux États-Unis, qui est vraiment descendu par la presse. Ouais, alors il se fait un peu massacrer, mais en même temps, pas tant que ça qui est assez étonnant. Ah bon, il me semblait que la presse américaine l'avait vraiment. Mais ils avaient déjà pointé l'énorme problème du film, qui était savoir à qui il s'adresse vraiment, quoi. C'est à la fois, ça commence comme un film pour adultes, clairement. Comédie adulte américaine vulgaire, comme on en voyait plein à l'époque, genre toi le truc avec Tom Hanks, où il est à la bachelor party là, avec une prostituée, un âne, enfin ou les prostituées, un âne. Ouais, non, c'est ça, dans le Palace en folie, le Palace en folie en français, où tu vois Porky's, ou toutes ces comédies. Police Academy. Ouais, Police Academy, une comédie ultra vulgaire, mais qui était à la fois aussi pour gamins, qui cartonnaient chez les enfants. Qui marchait bien, oui. Et qui cartonnait, et en même temps un film 100% pour enfants, avec genre un truc Revivality et tout. Donc il y avait déjà un truc totalement bancal, et aussi la perte totale l'esprit du personnage original. Et ce qui était marrant, t'en parlais tout à l'heure, c'est que les deux patrons de Universal se seraient fightés, se seraient vraiment venus aux mains
après un screen test, parce que pour savoir, pour se reprocher, non mais c'est toi qui a donné le feu vert, non c'est toi. La et en petite fait, histoire voudrait que ce soit Frank Price qui aimait vraiment la BD au départ, qui aurait donné le feu vert. Et d'ailleurs c'est lui qui a sauté à la fin. C'est ça, et les deux patrons donc en question d'Universal, c'était Sid Sheinberg, ex-éminence grise de Steven Spielberg d'ailleurs, et Frank Price qui donc lui en effet aurait sauté suite au désastre de Howard. Qu'est-ce que c'est que ces plumes dans mon lit? Oh, un souvenir. J'en aurais perdu des plumes. Tu me manqueras, mon petit canard. Beverly, c'est pas mon univers ici. Tu sais que je dois partir. Ouais, je sais. Au box-office, donc, le film est un désastre. Ah bah c'est un désastre. C'est le budget est monté à presque 40 millions de dollars. Aux États-Unis, il fait 15 millions de dollars. Il se fait battre par Aliens et surtout Jason 6. Ouais. C'est son premier week-end d'exploitation. Qui a coûté 30 fois moins, probablement. Donc, c'est une boucherie absolue. Le box-office mondial, il est de 38 millions. Donc c'est en gros... Ça rembourse même pas le tournage. À peine le tournage. Alors, au niveau promo, c'était de la folie. D'ailleurs, la promo américaine était totalement surréaliste avec des spots de pub où tu as Lea Thompson en costume allongée par terre en train de raconter avec une voix super suave sa rencontre avec Howard the Duck et tout, genre en mode in love, quoi. Et tu as un autre plan. Problème de positionnement sans totalement, arrêt. Totalement. Si j'ose dire. Un autre où il raconte que Howard the Duck, c'est un canard qui aime bien le cigare, qui aime bien l'alcool, qui aime bien le sexe et tout. Et sans jamais le montrer parce qu'effectivement, l'énorme problème de la promo du film, c'est qu'ils savaient tous que le canard était dégueulasse. Et donc, tu le voyais jamais. Il y a rien de tout ça dans le film, effectivement. Il y a le seul gag sur le cigare, c'est un gag qui lui permet de s'enfuir. En fait, on s'en fout qu'il fume un cigare. Ça change pas grand-chose. D'ailleurs, sur l'affiche du film, on le voit pas. En France, l'affiche française. Française, oui. En tout cas. Donc, désastre au box-office américain, désastre qui va avoir des conséquences quand même sur les carrières des uns et des autres. C'est la fin pour le couple Willard Huyck, Gloria Katz. On les reverra en 1994 à l'écriture d'un autre navet atomique, Radioland Murder. Produit par Lucas. Écrit d'après une idée originale de Lucas, produit par Lucas. C'est pour ça qu'il est tout le temps resté ami avec eux, même malgré les catastrophes. C'est vraiment le film qui va être aussi un bide commercial. Cataclysme. C'est un regardable le film, c'est hystérique. Sorti directement en vidéo en France. Et depuis ce film, ils n'ont plus rien fait. Oui, alors Gloria Katz, elle est décédée en 2018. Il y a quelques années. Et après, ils sont devenus des collectionneurs d'art à ses côtés. Et lui, il était à la guilde des scénaristes. Enfin bon, c'est assez des gens un peu importants. Mais effectivement, là, ils ont quand même réussi à faire un paquet de navets avant de vraiment arrêter. Il y a quelqu'un qui a dit non mais bon, c'est bon, on va arrêter là. George Lucas aussi, lui-même, quand même, il a laissé quelques plumes, pardon pour ce running gag. Il a dû vendre donc un des joyaux de sa couronne. Oui, qui était le service animation de Lucasfilm. Alors après, le truc c'est que c'est un peu une légende. Oui, ça a été un peu réécrit. Parce qu'en fait, ça a été vendu avant la sortie, mais il était déjà dans la panade financière et je pense qu'il savait déjà que Howard the Duck, ça allait pas forcément marché parce qu'il a vendu ça une bouchée de pain 5 millions de dollars à Steve Jobs, c'est la boîte qui est devenue Pixar après pour ceux qui avaient pour histoire de raconter un peu la fin. Enfin, c'est pour ça Howard the Duck, quelque part, c'est un personnage charnière dans l'histoire des comics et c'est un film charnière un peu dans l'espèce d'histoire d'Hollywood, de l'industrie des blockbusters. Ouais, c'est assez incroyable. Et moi, alors, je vais juste citer une petite citation dans Starfix qui m'a fait vraiment hurler de rire, c'est le critique qui dit « Même les magrets ne coûtent pas 30 millions de dollars ». Je trouve que c'est une bonne vanne pour le film. Rendons à César qui lui appartient, c'est une vanne de Frédéric Albert Lévy qui, il me semble, a signé cette critique. Et tu me donnes l'occasion de rebondir sur l'accueil critique en France de Howard the Duck, que je trouve finalement relativement indulgent. Ouais, relativement indulgent. Dans Première, il y a une phrase quand même vers la fin de la critique... je la cite, c'est grâce au charme personnel du héros qu'on reste jusqu'à la fin. C'est un charme très personnel quand même. Quitte à gigoter d'impatience dans son fauteuil. Et donc dans Starfix, Fall, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute, bon, il a quand même souligné pas mal de défauts du film. Mais il termine en écrivant « Il reste, si l'on veut trouver des charmes à Howard, une poursuite en ULM très bondienne. » On n'a pas parlé de la bande originale qui était signée John Barry. Ouais, qui s'est fait virer, qui a été remplacé par un autre compositeur à la fin. Et donc Frédéric Albert Lévy continue en écrivant « Un travail d'animation étonnant sur les monstres. Bref, tout ce qui peut faire un cult film kitsch. » Mais la facture est un peu élevée, et puis la chute que tu as signalée tout à l'heure. Ouais, même les cahiers du cinéma, ils sont plutôt indigents, c'est surréaliste. Mais on sent qu'il y a une réaction. Les critiques ont été écrites alors que le film était déjà sorti et avait connu un four aux États-Unis, et il s'était fait défoncer là-bas. Et d'ailleurs, on voit quelques critiques français dire « Ah, les Américains, dès que le film ne marche pas,
forcément c'est mauvais. Donc on sent qu'il y a quand même une espèce d'envie un peu de titiller tout ça. Mais quand on voit le résultat. Et pour revenir aux États-Unis, après le film, il a eu 7 nominations aux Razzie Awards de l'année et donc 4 prix. Pire film, pire scénario, pire effets spéciaux. Pire révélation de l'année pour les 6 hommes et femmes en costume de canard. Et il a même été nommé en 89 comme pire film de la décennie au Razzie. Ouais, effectivement, aux États-Unis. Un vrai succès. Donc. Il a une réputation d'être un des pires films de l'histoire du cinéma américain. C'est vraiment une réputation incroyable. Et la pauvre Lea Thompson, quand même, a sa carrière aussi. Un peu. On peut pas dire qu'elle a rien fait derrière, parce qu'elle a continué à tourner, mais je pense quand même que sa carrière. Tous les acteurs qui étaient dans le film, terriblement souffert. C'était, on va faire un film avec George Lucas avec des effets spéciaux, ça va être génial. Et en fait, effectivement, ils ont tous. Il y a que Tim Robbins qui est tellement le nez creux pour les films de super-héros qu'il a ensuite tourné Green Lantern quand même. Donc on peut dire que c'est vraiment un champion de l'univers de super-héros. De Jerry Lewis, un vrai chien truffier. Ah oui, dans le film, incroyable. Alors le film, depuis quelques années déjà, il jouit d'un relatif... pas relatif, culte. Un culte total. Alors, à ce point. Je comprends, oui, franchement. J'allais dire relatif retour en grâce, mais je trouve qu'il y en a un vrai maintenant, là, en ce moment, autour de ça, et personnellement, je ne comprends pas une seule seconde. Je trouve ce film inregardable. Alors voilà, passons à votre avis sur le film, puisque vous l'avez revu pour l'occasion. Moi, je ne l'avais pas vu depuis l'adolescence, en fait, quand je l'avais découvert en salle, et effectivement, c'est une catastrophe. Et c'est l'antithèse de l'esprit de la bande dessinée, en fait, qui était donc un peu frondeuse, un peu référentielle, un peu politique. La bande dessinée, c'est la contre-culture des années 70, donc c'est quelque chose de très mordant, de très incisif. Et là, on est en plein dans les années 80, et on est devant un film de consommation courante. Et d'ailleurs, il y a eu une novélisation qui a été écrite par Ellis Weiner, qui est beaucoup plus proche de l'esprit de la BD, en fait, qui prend beaucoup de recul avec l'histoire, qui d'ailleurs cite régulièrement les incohérences totales du scénario, en fait. Deadpool, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une adresse au spectateur, au lecteur, qui est totalement absente du film, qui est très premier degré et qui ne fonctionne pas du tout. Enfin, encore moins maintenant qu'avant. On dirait que c'est tellement laid, on dirait un film de la canon, en fait. Moi, ça me fait penser au Maître de l'Univers, ou même un autre. Dingue, vu le chef opérateur de ce film. Et surtout un autre film, pas très connu en France, s'appelle Les Crados, le film. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, Garbage Pail Kids Movie. Et les petites vignettes, là. Et ils en ont fait un film aux États-Unis qui est absolument dégueulasse. Et avec, pareil, des gens de petite taille dans des costumes atroces. Et t'y penses tellement, c'est tellement laid. Les effets spéciaux, ILM sont tellement balèzes. Tous les effets de laser, t'as l'impression que c'est fait au rasoir, à même de rasoir, à même la pellicule, quoi. C'est complètement hors sujet. C'est jamais drôle. La scène où il arrive dans Cleveland rempli de punk à chiens qui sortent d'un clip de Madonna. Enfin bon, Et puis le problème, c'est que la mise en scène est alourdie, mais on l'a dit déjà tout à l'heure, alourdie par le canard, en fait. C'est-à-dire qu'il a imposé tellement de contraintes techniques et de mise en scène que tout est très plan-plan, c'est lourd, c'est... Tu vois bien quand même que le Will Hardwick, Hulk, putain, j'y arriverai jamais. Tu vois bien que c'est quand même pas un grand cinéaste. Non, c'est clair. C'est quand même beaucoup de chants contre chants. Oui, c'est très télévisuel, en fait. Ils avaient une Luma sur le tournage, pourtant je trouve qu'ils en font pas grand-chose. Mais je pense qu'il a été contraint par le fait que le canard, il ne fonctionnait pas, en fait. Voilà. Au début, il voyait le visage de l'acteur à travers le masque. Enfin bon, les plumes, ça se déplumait et tout. Moi, la seule scène que je sauve, c'est la scène que tout le monde reproche maintenant. C'est la scène, en gros, de zoophilie entre Leo Thompson et le canard. On m'aurait étonné. Mais je trouve que pour le coup, c'est tellement gonflé. On connaît les mœurs de Yann Valentin en dehors de Cinécrash. On n'est pas surpris. Et voilà, ça, je trouve que c'est gonflé et franchement, ça reste, même encore maintenant, pour moi, c'est la meilleure scène du film. C'est une scène complètement folle. Ouais, mais elle témoigne en même temps du positionnement complètement incohérent du film. Et je trouve que le film échoue complètement là où un SOS Fantôme, tu vois, ou même un Gremlins, pourquoi pas, avait complètement réussi. C'était les grands modèles. À savoir faire un blockbuster familial qui puisse en même temps plaire aux adultes. Et là, franchement, tout est vicié depuis le début. Et tu parlais tout à l'heure des crados. Moi, j'enfonce le clou au niveau de la référence pourrie. Moi, j'ai l'impression de voir... Il y a beaucoup de gags dans Howard the Duck qui me font penser au sketch dans Robocop du mec qui fait « J'en prendrai pour $1 ». Sauf que là, voilà, ça dure 1h50. Quoi. Et il y a une absence de rythme. C'est ça qui est terrible dans ce film. Le film me fait penser aussi un peu aux aventures de Buckaroo Banzai, qui pourtant pour moi est beaucoup plus réussi. Beaucoup mieux, Voilà, qui était sorti je crois un an avant ou la même année, je ne sais plus exactement. Qui était aussi un gros flop. Qui était un gros flop. Et c'est marrant, il y a des petits trucs en commun entre les deux films. Il y a une rockstar, il y a le côté savant fou, le côté savant fou, des monstres d'une autre dimension, et puis ce côté un peu cul entre deux chaises, entre premier et second degré, on sait pas trop, mais bon, au moins Buckaroo Banzai, t'avais Peter Weller, quoi. Et puis et Jeff Goldblum, et ça s'adressait clairement aux adultes, pas aux enfants. Absolument. Et c'est pour ça que ça n'avait pas marché. Hein. Oui. Et la musique de John Barry, donc
en partie, puisque comme vous l'avez dit, John Barry, compositeur historique entre autres des James Bond, et on reconnaît d'ailleurs quand même des thèmes typiques de John Barry, je trouve, quand on écoute le film. Thèmes qui sont très beaux à écouter en eux-mêmes, mais je trouve qu'ils sont complètement à côté de la plaque dans l'esprit du film. Il s'est fait virer, il s'est fait remplacer à la fin. C'est Gloria Katz qui a viré parce que la musique elle correspondait pas du tout. Ça se sent quoi, franchement. Mais t'avais d'autres films aussi à cette époque-là qui étaient un peu tordus. Enfin, tu vois, il y a Golden Child, le film avec Eddie Murphy aussi, qui est très très mauvais, sorti cette année-là. Très mauvais. Enfin, même Jack Burton, enfin aussi avec des effets spéciaux mécaniques un peu bizarres, avec cette tentative de mélanger. C'est inhérent à cette année-là, qu'une année de transition. C'est l'année aussi de Blue Velvet, de Platoon, de La Mouche, de Cronenberg. C'était vraiment une espèce de basculement en 1986 dans la culture pop. T'as la fin de Disney avec Basile, la fin d'un cycle avec Basile détective privé. Enfin, intéressante cette année 86. Sortie de Top Gun aussi, d'Aliens. Petit film. Exactement. De Jean de Florette en France, mais ça n'a rien à voir. Non, et puis il y a des plans aussi. La scène qui se déroule à un moment dans le semi-remorque entre Jeffrey Jones, qui est donc possédé par l'entité extraterrestre, parce que le spectroscope, l'espèce de gigantesque télescope électronique, je sais pas quoi, qui a déconné, qui est le truc qui a fait venir Howard the Duck sur Terre, et ensuite ces bêtes infernales, un peu Lovecraftiennes. Moi, d'ailleurs, j'ai pas tout compris à l'intrigue du film d'ailleurs, parce qu'à un moment, donc, Jeffrey Jones, qui est à la base le scientifique gentil, il est possédé par l'un Dark des Lord, le Dark Lord bidule. Et à un moment, il y a un plan donc dans le semi-remorque vers la fin, t'as une sorte de langue dégueulasse de tentacule de sexe avec le visage de Jeffrey Jones en plastique et qui va allumer l'allume-cigare pour se recharger. Et après, il va dans une centrale nucléaire parce qu'il a besoin de batterie et tout. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas assumé, ça qui est con. Bah oui, exactement, c'est pas assumé. Mais quand tu vois le plan sur le tentacule qui sort de la bouche de Jeffrey Jones, puis tu dis mais je suis dans un Cronenberg ou quoi là. Et apparemment, je crois que c'est, je sais plus quelle gamine. Le film de Gloria Katz, non? C'est pas la film. Peut-être, je sais plus. Qui avait peur de Jeffrey Jones, en fait, des maquillages. Voilà, qui éclate en sanglots, qui s'est barré en courant. Mais qui est un peu le meilleur truc du film, c'est le maquillage. C'est l'équipe qui a fait les monstres dans la cour de Jabba, en fait, qui a fait les 5 ou 6 évolutions de Jeffrey Jones. Moi, je voudrais juste rappeler, on en a pas parlé tout à l'heure, que c'est aussi un film un peu historique parce que c'est la première fois. Hystérique aussi, on peut dire. Que t'as des retouches numériques pour effacer des câbles dans un film, en fait. Dans la scène du début, quand Howard se fait aspirer sur son fauteuil et est amené dans le trou noir machin qui lui fait traverser l'espace, et ben ils avaient pas le temps ils essayaient d'effacer les câbles avec de l'alu, enfin, et ils ont pas réussi, et donc ils ont fait ça par ordinateur, et c'est le premier film où t'as des retouches numériques pour effacer les câbles qu'on retrouvera dans Terminator 2, la scène de la poursuite en moto. Elle est vraiment, tu vois le tournage où t'as les câbles et à la fin ils les enlèvent, et c'est vraiment le premier film, c'est un film aussi historique pour ça. Donc c'est nul, Howard the Duck, mais c'est historique. Mais c'est historique, et quand même, en effet, le film a quelques points d'importance dans l'histoire. C'est ponctuel, c'est comme toi, Vidoc, c'est le premier film tourné 100% numérique, va pas non plus. Vidoc. On va pas le revoir pour autant. Voilà, c'est ça, on va pas en faire un grand film. Toi, c'est voilà. Moi, je dirais ce qu'il y a juste à sauver, même si à l'arrivée, curieusement, elle est bizarrement découpée, c'est donc cette fameuse séquence de poursuite avec en ULM. Non. En fait, ce que je trouve et puis il essaye de remettre le truc. Non, je dirais qu'il est juste méritoire, c'est que, visiblement, c'est comment dire, il y a pas de trucage, non? Enfin, ce qui est quand même méritoire, c'est qu'il y a pas un vrai canard, par contre, t'as compris ça. Ah bon? Non, c'est que il y a plusieurs plans où il me semble bien, c'est vraiment Tim Robbins et l'acteur qui est dans le costume d'Howard, qui sont dans l'ULM, quoi. T'as des plans où, qui sont assez réalistes. Oui, c'est totalement. Tu veux vraiment sauver quelque chose. Tu vois pas de fond bleu dégueulasse derrière. Ah non, c'est clair, c'est tourné, c'est en plein jour et tout. Voilà, donc, c'est storyboardé par Joe Johnston. Et puis t'as l'ULM qui vole et qui il est poursuivi par les flics, donc il suit la route. Tu vois, c'est genre d'une logique absolument implacable. Enfin bon, non, mais je suis d'accord. J'ai essayé de. Voilà. Franchement, c'est Léa Thompson. Non, mais c'est louable. C'est un bel effort. Mais la pauvre Léa Thompson, je trouve que c'est la seule qui joue un peu à fond et qui arrive à donner de l'âme à son personnage. Ouais, et puis encore une fois, génial, cette actrice. Il faut saluer sa dévotion dans le film, quoi. Elle a joué, elle chante ses chansons. Léa Thompson, donc qui a essayé de coucher avec son fils dans Retour vers le futur et qui là couche avec un canard. Elle essaye aussi. À chaque fois, elle essaie. Bon, très bien. À la fin, tu comprends qu'ils sont ensemble. Oui, ça c'est vrai. À la fin, c'est quand même t'as l'impression de voir une love story qui se termine bien. Fin du film complètement nawak d'ailleurs. Le concert, Howard the Duck qui devient l'impresario du groupe. Enfin bon, n'importe quoi. Spécialiste du quoi de fou.
Ah oui, on l'a pas dit ça aussi, spécialiste de cet art martial. Qui est dans le comics. Qui est dans le comics, ouais. Et oui, puisqu'il avait rencontré Shang-Chi dans le comics. C'est là qu'il expérimente le Kung Fu. La voilà l'info fixe qu'on attendait depuis 40 ans. Il a fait des trucs avec Doctor Strange et tout. Il a fait partie des Defenders. Et on le revoit depuis quelque temps donc dans les Marvel produits, les films de Marvel Studios, et donc avec sa première apparition dans la séquence post-générique des Gardiens de la Galaxie. C'est une blague à la base, mais en même temps, le truc, ils a trop fait kiffer. Et c'est ça qui a relancé l'hype. Maintenant, tout le monde veut un film. Et on le voit même dans Endgame, dans un plan, tu le vois quand ils vont se battre, tu le vois avec un gun et tout. Est-ce qu'il va y avoir un film Howard the Duck produit par Marvel Studios ? Est-ce qu'il y aura Tim Robbins dedans ? Ou une série d'ailleurs, ou une série produite par Marvel, ou alors un truc avec le multiverse maintenant, ils vont foutre le Howard the Duck des années 80 avec le... Il serait capable. Tout est possible à ce niveau-là. Il serait capable. Bref. Bon, écoutez, comment vous dire ? On a un peu fait le tour du canard. Je suis vraiment désolé pour les gens qui ont découvert ou redécouvert le film et qui lui vouent un véritable culte sincère. Nous, aucun de nous trois... Je ne vous comprends pas. Voilà, on a trouvé de quoi défendre. Je ne vous parle plus. Howard the Duck. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de le découvrir quand même. Je crois que le film existe dans... Ah oui, en super. Il est sorti en 4K l'année dernière pour les 35 ans du film. Ah ouais. Avec des suppléments. Oui, c'est c'est méga culte aux États-Unis. Bon, alors qu'il y a tellement de chefs-d'œuvre qui attendent d'être restaurés. C'est un scandale. Voilà, j'accuse. Écoutez, peut-être que grâce à ça, Cinécrash va faire péter ses audiences. Enfin, comme d'habitude, vous me direz. Cinécrash numéro 23, c'est terminé sur Howard the Duck. On se quitte avec en fond la mélodie d'un des hits qu'on entend dans le film. La meilleure chanson, c'est la fin. C'est ça. On pourra nous faire on s'y croirait. Quentin, tu pourras nous faire un mème sonore avec ça ? Oh là là. Merci. On vous dit dans un mois. On n'a pas du tout décidé de quel film on verra. En tout cas, merci à vous deux. Merci à toi. Merci Philippe. Merci Quentin. Merci Howard. Merci FX. Merci Georges. Au revoir. Cinécrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Cinécrash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.